J'ai toujours cru que la vie c'était simple, que les vacances au chalet, les baignades dans le lac et les fous rires avec mon frère étaient acquis. J'avais 13 ans, insouciant, curieux, vivant à 100 à l'heure. Mais tout a basculé le 6 septembre 2009. Ce jour-là, j'ai plongé dans l'inconnu. Avant cet accident, ma vie, c'était l'école, les jeux vidéo, les amis, le sport. Je fréquentais l'école Georges Vanier à Montréal. J'adorais apprendre et j'étais très proche de mon petit frère Mathieu. J'étais calme et je ne me blessais jamais. C'était une journée ensoleillée au chalet. Je voulais juste me baigner avant une activité de ski nautique. Mais le lac tombe creux soudainement et le reflet du soleil sur l'eau m'a trompé. J'ai plongé alors que j'étais dans l'eau jusqu'aux hanches, voulant aller en longueur plutôt qu'en profondeur. Et j'ai frappé le fond. En une fraction de seconde, j'ai perdu toute sensation et mobilité. Mon visage était sous l'eau. J'étais en train de me noyer. Par chance, mon petit frère a bu les bulles et il a tiré sur mon bras, ce qui m'a sauvé la vie. Les secours sont arrivés beaucoup plus rapidement que prévu, car une ambulance était en route pour la prise en charge du chalet. À partir du moment que je suis rentré dans l'ambulance, je n'ai plus aucun souvenir, malgré que j'étais conscient et que je répondais toujours aux ambulanciers. J'ai été transféré d'urgence à l'hôpital de Mont-Laurier, où on m'a dit que mes vertèbres étaient seulement déplacées et qu'en arrivant à Montréal, tout redeviendrait à la normale. Puis, arrivé à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, on a dit devant ma mère, « Il est trop froid, on va le perdre. » Le verdict a été dit, fracture des vertèbres C3-C4 avec la moelle épinière touchée. Pendant 48 heures, j'étais trop faible pour subir la chirurgie dans mon pouls. Ensuite, j'ai eu l'opération d'urgence pour mettre une plaque et un morceau de la hanche dans mon cou pour effectuer une fusion cervicale. J'étais intubé et l'espoir tenait à un fil. Pendant un mois, je ne me souviens de rien. Mon cerveau est resté éveillé, mais ma mémoire, elle, s'est effacée. Je ne pouvais ni parler, ni bouger, ni manger. J'avais un anneau, une espèce de cercle de métal, vissé après le crâne, un tube pour respirer et des sondes un peu partout. Chaque jour, j'étais prisonnier de mon propre corps. Et pourtant, ma famille était là. Ma mère dormait sur une chaise près de moi et ne quittait pas l'hôpital. Mon père me visitait à chaque jour. J'avais énormément de soutien du côté de la famille, dont mes grands-parents et ma tante, qui étaient présents chaque 2 jours pour m'apporter un peu de lumière dans ce moment, ainsi que mon cousin du côté de mon père, qui est resté avec moi pendant quelques nuits. Dans ce chaos, je suis devenu dépendant à la morphine, au dilodyte et au fentanyl. Je faisais semblant d'avoir besoin de soins pour avoir une dose. Ma physiothérapeute l'a vite compris et on m'a sevré à l'eau salée. J'ai tenté de mordre mon tube pour en finir, mais ce n'était pas moi, c'était la croix. Grâce à ma famille, j'ai trouvé la force. On a développé un code avec mes sourcils. Justement, avec ma mère, elle comprenait chacun de mes volontés avec de simples petits mouvements. Sinon, j'utilisais aussi un tableau de lettres. J'ai recommencé à communiquer, à apprendre, à revivre. J'ai réalisé que le plus dur n'était pas de ne plus bouger, mais de me sentir inutile. Je refusais de laisser la tétraplégie me voler mon avenir. J'ai donc recommencé l'école, alors que j'étais toujours intubé, grâce au tableau de lettres. Je faisais des cours de français et de mathématiques avec les professeurs de l'hôpital. Un jour, mon père m'a dit « Ce n'est pas la faute de quelqu'un. »
Pas du lac, pas de toi, pas de personne. Et il avait raison. J'ai commencé à pardonner, à moi, à la vue. Je n'avais pas eu l'intention de me blesser. Et c'est exactement ça, un accident. J'étais encore dans un corps brisé. Mais ma tête, elle, voulait vivre. Pour me remonter le moral, mon père et le psychiatre se sont rencontrés. Et une idée leur est venue en tête. Trouver une manière de contacter le groupe Simple Plan que j'aimais à cet âge. Tout le monde s'est mis à leur recherche. Infirmières, préposés, médecins. Tout le monde était de mon côté pour finalement parler à une infirmière qui avait un lien avec l'un des membres. Pendant mon séjour à l'hôpital, ma famille a tout fait pour me garder le moral. Ma tante Mélanie a eu une idée géniale. Écrire à des artistes québécois afin d'avoir leur autographe. Et les réponses ont afflué. CD, affiches, t-shirts signés. Chaque collier était une petite dose de bonheur. Parmi toutes ces réponses, une m'a profondément marqué. Celle de Marco Cagliari. Il n'a pas juste envoyé un CD, il a pris son téléphone, a appelé ma tante et a dit « Je veux faire plus que lui envoyer un autographe ». Contre toute attente, il est venu avec sa guitare dans ma chambre aux soins intensifs pour jouer de la musique. Un moment magique que je n'oublierai jamais. Les Dr. Clown ont aussi grandement contribué et m'ont énormément aidé à remonter mon moral. Grâce à eux, Geneviève Brouillette est venue me voir. On a jasé longtemps, puis elle a parlé de moi à Francine Laplante, qui avait une fondation qui a permis mon retour chez moi. Cette chaîne d'entraide m'a permis de me sentir soutenu et entouré. Même si je ne pouvais pas parler, chaque autographe reçu était une étincelle. Une preuve que dehors, il y avait des gens qui pensaient à moi, qui croyaient en moi. Environ un mois et demi après mon accident, les médecins ont estimé que j'étais prêt à être extubé. Pour moi, c'était un moment tant attendu. J'allais enfin pouvoir respirer par moi-même. J'espérais retrouver cette partie de ma liberté. Le jour de l'extubation, quand le respirateur a sonné pour dire que je pouvais respirer par moi-même, j'étais rempli de joie. Mais rapidement, une autre réalité m'a frappé. Je n'arrivais pas à tousser. Je ne pouvais pas expulser les sécrétions. Après 2 jours d'espoir, j'ai dû être réintubé. Ce fut une claque. J'avais l'impression de revenir en arrière. On m'a annoncé que la prochaine étape serait une trachéotomie, un tube en plastique dans le cou pour respirer. C'était terrifiant, une autre chirurgie. Encore une fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce que j'ai vécu aux soins intensifs m'a presque détruit, mais a aussi forgé qui je suis.